Bonjour, je suis le docteur Laurent Chevalier, médecin nutritionniste au CHRU de Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi, et j'exerce également en maternité, à la maternité Clémenville à Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler des contaminants par voie alimentaire. Pour la grossesse, il peut y avoir des imprégnations très précoces de différents contaminants, de différents polluants. Et la source alimentaire est tout à fait majeure. Quand on analyse la situation du risque chimique par voie alimentaire, eh bien, il y a tout d'abord le problème des pesticides. Actuellement, on considère qu'au niveau des eaux, à la fois les eaux souterraines et les eaux de surface, on a une contamination qui est évaluée à peu près 80%. Parallèlement, les sols aussi peuvent être contaminés, mais comme il n'y a pas de surveillance réglementaire, on n'a que des données parcellaires. Lorsqu'on fait des prélèvements, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de résidus de pesticides. Quant à l'air, je voudrais juste souligner le fait que pour les populations riveraines autour des zones agricoles, il existe actuellement de nombreuses questions sur le degré d'exposition, de contamination. C'est un sujet assez brûlant en ce moment puisqu'il faut définir des zones tampons et tout le monde n'est pas d'accord sur la distance de ces zones tampons. Quand on analyse le degré de contamination, on s'aperçoit, notamment avec les cohortes de l'étude Pélagie, qu'on a quand même chez la femme enceinte des présences assez importantes d'un certain nombre de pesticides comme les organophosphorés et les pyréthrinoïdes. Si on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit, notamment par le biais de l'EFSA, qui est l'agence européenne qui surveille l'alimentation, qu'on a à peu près 6,4% des produits alimentaires en France qui ne sont pas conformes aux doses limites maximales de résidus tolérés en ce qui concerne les pesticides. Et puis, on analyse un petit peu par le biais de l'étude de l'alimentation totale en France, qu'on appelle EAT2. Et bien là aussi, on s'aperçoit qu'on a un grand nombre d'échantillons, 37%, qui présentent au moins un résidu de pesticides détecté. Mais parallèlement, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on détecte un résidu de pesticides que ça va avoir un effet négatif. En fait, les effets à long terme sont difficiles à étudier et ce qui compte surtout, c'est la combinaison d'un certain nombre de pesticides, le degré d'exposition aussi bien entendu. Il faut avoir en tête que l'usage domestique des pesticides est préjudiciable. On s'aperçoit que 75% des ménages ont utilisé des pesticides au cours de l'année précédente. Donc tout ça, c'est très important dans le conseil qu'on peut donner aux femmes enceintes. Et la première des conseils qu'on peut lui donner, des recommandations qu'on peut lui donner, c'est justement de limiter l'usage de ces pesticides ménagers. Les voies d'absorption, ça se fait tout au long du tractus digestif, mais on l'a étudié plus particulièrement au niveau des intestins. Et au niveau des intestins, il y a différents récepteurs et lorsque les perturbateurs endocriniens se mettent sur ces récepteurs, ça peut avoir des effets négatifs. Parallèlement, il peut y avoir aussi une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que les jonctions intercellulaires peuvent s'élargir et différents éléments peuvent passer au niveau de l'organisme, ce qui peut expliquer l'augmentation de certaines pathologies, notamment allergiques et maladies auto-immunes. L'impact identifié au niveau de la grossesse, pour certains pesticides, dans les études qui sont faites et dans le rapport qui est sorti en 2021 de l'INSERM, on s'aperçoit qu'il y a une présomption forte entre la présence d'organophosphorés et par ailleurs l'altération de la capacité motrice chez les enfants, des troubles cognitifs et parfois des troubles des fonctions sensorielles. Alors, on utilise beaucoup moins les organophosphorés.
Les péritréinoïdes aussi entraînent finalement des troubles du comportement, de l'anxiété chez les enfants. Là aussi, on l'utilise moins, mais il y a tellement de dérogations que ça nous pose des problèmes, bien entendu. Il y a une période de vulnérabilité extrêmement importante, c'est la période des 1000 jours, la période fœtale et la petite enfance. Il y a différentes autres substances, bien entendu, mais aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 117 pesticides sur 287 dans l'échantillon qui a été analysé, qui peuvent provoquer des dysthyroïdies. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez qu'un déficit d'apport en iode est préjudiciable pour les fonctions thyroïdiennes. Cette fonction thyroïdienne est tout à fait essentielle et il peut y avoir des interactions au niveau des récepteurs, c'est-à-dire certains récepteurs, avec la présence de pesticides, peuvent limiter l'absorption de cette iode. Je vous rappelle que le fœtus va lui-même fabriquer ses propres hormones thyroïdiennes, mais à partir de l'iode qui est fourni par la mère. Il y a aussi des fongicides qui posent problème, les fameux SDHI. Eh bien, pour ces fongicides, on a beaucoup d'interrogations. Toujours est-il que chez le rongeur, ça a un effet cancérogène. On ne peut pas transposer ça à l'homme, mais bien entendu, ça a des effets. Pour le glyphosate, eh bien, il y a des risques accrus pour les lymphomes non-hodgkiniens et peut-être aussi pour certains myélomes. Finalement, les conséquences de ces expositions aux pesticides ont été bien analysées. Sur cette diapositive, vous voyez les effets que ça peut avoir et les liens plus ou moins forts. Vous voyez que tout à fait à la fin, en bas, il y a le glyphosate. Ce glyphosate peut entraîner des morts fœtales avec un lien modéré, mais bien entendu, nous, professionnels de santé, devons tout faire pour qu'on utilise le moins possible ce glyphosate. Par ailleurs, on s'est aperçu que ce glyphosate pouvait, au niveau intestinal, lorsqu'il est absorbé, modifier aussi le microbiote. Les présomptions d'un lien entre l'exposition et les pesticides sont avérées pour un certain nombre de pathologies. Les lymphomes non-hodgkiniens, les myélomes multiples, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles digestifs et certains troubles bronchiques chroniques, les bronchopathies obstructives. Et plus il y a une exposition précoce, plus ce risque est important d'apparition de ces pathologies à l'âge adulte et parfois malheureusement aussi chez les enfants pour les lymphomes non-hodgkiniens. Donc, la conclusion, c'est que finalement, s'il y a un moment donné dans la vie où il faut consommer du bio, c'est bien pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on limite l'impact d'un certain nombre de substances chimiques, c'est-à-dire qu'on va limiter l'exposition à des substances de synthèse. Alors évidemment, le 100% bio n'existe pas puisqu'il y a une certaine pollution, mais c'est quelque chose d'important. Parallèlement, il n'y a pas de nanoparticules au niveau des produits bio sauf fraude. Vous savez que c'est un sujet qui est à l'étude actuellement et le E171, qui est un colorant, va être interdit au niveau européen très probablement dès 2022. Parallèlement, quand vous consommez des produits bio, quand on donne le conseil aux patientes de prendre du bio, ça veut dire qu'elles vont absorber aussi beaucoup moins d'additifs. À peu près une petite cinquantaine sont autorisés dans le bio, alors qu'il y en a plus de 350 en conventionnel. La densité nutritionnelle est également meilleure et puis bien sûr, on protège l'environnement. Le risque chimique, c'est aussi par voie alimentaire, c'est aussi les contenants, les emballages plastiques, les vernis qui à l'intérieur des boîtes de conserve, etc. Sur les emballages plastiques, il faut bien avoir conscience que tous les plastiques ne sont pas à considérer de la même manière. Certains sont plus résistants que d'autres à la chaleur, mais il faut aussi avoir conscience que ce ne sont pas des produits inertes. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en contact avec du gras, lorsqu'ils sont souples, lorsqu'ils sont chauffés, eh bien, des particules qui peuvent migrer et certaines d'entre elles sont des perturbateurs endocriniens, soit avérés, soit suspectés. On sait aussi que l'exposition à certains phtalates pendant la grossesse peut favoriser les risques de fausse couche et de prématurité. Donc, limiter l'exposition à ces emballages plastiques est quand même extrêmement important. On va utiliser du verre, de l'inox, différents ustensiles de ce type-là. Et puis, toutes ces substances, certains plastiques, certains éléments du plastique, mais d'autres éléments que l'on va trouver dans les boîtes de conserve, mais qu'on va trouver aussi au niveau de l'atmosphère et qui peuvent être ingérés, vont modifier le métabolisme et vont favoriser aussi le surpoids, et notamment chez l'enfant lorsque la mère est exposée à ces substances-là. L'obésité
Et le surpoids chez la femme enceinte est un vrai problème puisque ça va augmenter les risques d'hypertension gravidique, de prééclampsie, de diabète gestationnel, de macrosomie, d'accouchement plus compliqué, de mortalité périnatale, mais aussi de malformation. Et par ailleurs, chez le futur enfant et adulte, il y a aussi une majoration du risque d'obésité. Différentes études nous montrent que le risque varie entre 52 à 62%. L'augmentation des maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et certains types de cancers. Eh bien, il faut faire attention justement pour toutes ces femmes qui sont en surpoids et en obésité. Le gain pondérable souhaitable en situation normale, c'est-à-dire avec un IMC entre 18,5 et 25, eh bien on peut prendre jusqu'à 11 à 16 kg. Donc on n'est plus dans le schéma qui est le schéma de dire on prend 1 kg par mois, c'est-à-dire 9 kg pendant la grossesse. Néanmoins, en cas de surpoids et d'obésité, il faut accompagner les femmes pour limiter la prise de poids. Face aussi à des femmes, il faut agir de façon subtile, qui sont dans un inconfort psychologique très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur les voies d'exposition, les pesticides. On limite l'exposition par la consommation de produits bio et on fait attention à un grand nombre de plastiques, surtout s'ils sont chauffés, s'ils sont souples avec des produits gras, et on va préférer le verre et l'inox. Je vous remercie de votre attention.